Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un journaliste engagé, connu pour vos éditos Coup de gueule du Point. Vous êtes aussi un écrivain prolixe. Vos deux derniers livres, Rien qu'une bête, un roman publié chez Albin Michel et Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour aux presses de la Cité. Et dès 9 ans, vous vouliez devenir écrivain. D'où vous vient cette soif d'écrire, François-Olivier Gisbert? Je sais pas d'où ça vient, parce qu'en tout cas, ça vient pas de 9 la ans, hein, famille. 9 ans. Oui, oui, absolument. Mais parce que votre père était peintre, c'est ça? Mon père était, oui, il y avait, du Artiste. côté de mon père, c'était plutôt des artistes peintres. Du côté de mes grands-parents maternels, bon, il y avait C'était un une imprimerie. patron, Ouais. une imprimerie. Il y avait aussi premier prix du conservatoire, ma grand-mère, qui était alors artiste. C'était la musique. Et d'ailleurs, du côté de mon père aussi, il y a beaucoup de musiciens. On va en parler de votre Musiciens, père, d'ailleurs. artistes, etc. Et en fait, moi, c'est tout simplement en lisant à 9 ans 93 de Victor Hugo que j'ai décidé, mais je sais pas, parce que j'ai essayé de le relire plusieurs fois, je me dis, mais comment j'ai pu accrocher à 9 ans Et comment vous à avez ce pu tout livre, parce comprendre que... à 9 ans? Mais non, mais comme je n'ai pas compris, non, mais j'ai compris. Bah, Il y a, même lu, il y a allez des tas de jusqu'au choses bout. qui m'ont échappé, oui, Allez ça, il y jusqu'au a bout. certainement des choses qui m'ont échappé. Mais l'idée de recréer des mondes, je crois que c'est ça, j'ai compris, si vous voulez. J'ai compris que, en fait, le roman, c'est vraiment, pour moi, c'est l'art majeur, parce qu'on peut tout mettre dedans, la philo, justement, dans son cas de l'histoire, des portraits, de la documentation, enfin, bon, et puis en faire quelque chose qui est complètement à soi. Et l'idée d'écrire, c'est venu comme ça, effectivement, à 9 ans, j'ai commencé à écrire. J'écris plein de petits livres. Vous voyez, des petits livres très courts, des petits romans. J'ai fait des Et vous petites les avez pièces de encore, ces théâtre. petits livres? Non, Vous en parce que avez tout ça a retrouvé? été brûlé, mais Ouais. non, je me pour chercher d'ailleurs de toute façon. Mais, Alors- mais j'ai fait ça comme d'autres écrivains. C'était Jean-Marie Leclésio, qui était un grand ami, et un jour, comme ça, on parlait de nos bouquins, comment on avait commencé. Et je me souviens, je lui ai dit, c'est mon dernier bouquin, qui n'a pas été publié, comme Jeune homme, avant l'âge de 20 ans, c'était un peu j'ai fait repris beaucoup son grand livre, Le Procès-verbal. C'était un pastiche, parce que, vous voyez, je me passionnais pour un livre, un auteur, et hop, je faisais un petit Et puis pastiche. c'est ce que vous avez fait par la suite, hein? Bah, un peu, hein, vous êtes passionné, vous êtes un homme de passion. Non, mais pastiche, j'en ai plus fait après. Oui, oui, C'est-à-dire non, que... mais non, mais il y je a un parle de moment la donné. passion. Oui, bien sûr. Mais il y a un moment donné, on devient soi-même, quoi, quand on écrit. Mais on fait des gammes. Et lui, il m'avait dit, figure-toi que quand j'ai fait Le Procès-verbal, moi, je m'étais inspiré de l'arrache-cœur, de l'attrape-cœur de Salinger. Voyez, donc, vous voyez, on est tous, quand on commence comme ça, on fait des gammes. Et puis, je dis pas qu'on singe les grands auteurs, mais ça forme. Et puis surtout, oui, c'est vrai, vous parliez de passion, c'est des passions successives. Je suis passionné d'abord de Victor Hugo, Balzac, Zola, puis je suis passé chez les Américains, Steinbeck, c'est énorme tous ces gens, puis Tolstoï, évidemment, Dostoïevski, enfin tout ça, quoi. Alors, votre actualité, François-Olivier Gisbert, c'est donc ce roman, Rien qu'une bête, autour, on va dire, de la défense de la cause animale, quelque part. Non, c'est plus compliqué que ça. Bon, parce qu'en fait, mais, c'est un roman. pour- Non, mais moi, je suis un défenseur de la cause animale. Ça, c'est Ouais. autre chose. J'écris des essais, et puis j'en écrirai certainement d'autres là-dessus. Mais puis C'est ce qui ressort, quand même. Non, mais en même temps, vous voyez très bien, c'est un roman. C'est un roman. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de, oui, un roman d'horreur, mais avec de l'humour, évidemment. C'est pour faire réfléchir, et puis pour faire peur, et puis en même temps pour faire rigoler. Et le cochon, hein. Donc, oui, autour d'un cochon, d'un homme qui décide, de subir le sort d'un cochon pour justement lutter contre la cause animale. Mais ça vous a pas échappé. Pour la cause animale. Pour la cause animale. Mais ça vous a pas échappé quand même. C'est que les deux autres personnages, en dehors de ce type, de ce personnage central, qui me ressemble un peu d'ailleurs, ce sont deux militants de la végétariens, même véganes, qui sont assez horribles. Mais ça, j'avais pas prévu. Pourquoi? Parce que quand on écrit, on sait pas où on va. Vous voyez, ça vient comme ça. Mon maître Julien Green, il disait, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et moi, je suis un écrivain à l'ancienne, c'est-à-dire j'ai besoin d'histoire, j'ai besoin de personnages. Et c'est les personnages finalement qui racontent l'histoire, qui permettent de dictent, etc. réfléchir. Non, je réfléchis pas. Quand j'écris, j'avance. Non, mais réfléchir à l'écriture. Oui, c'est les personnages qui d'une certaine manière, font le livre. Et c'est tombé comme ça. C'est-à-dire que ils sont un petit peu, comment dire, si j'ai voulu faire un livre en faveur de la cause animale, c'est tombé un petit peu à côté parce que c'est autre chose. C'est un roman. Et alors la question c'était, donc il y a ce roman, Rien qu'une bête, et puis ce livre sur Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ouvrages? Ah non, parce que moi j'écris pas mal, vous avez dit écrivain prolixe, mais j'adore changer de genre. Et donc oui, d'un côté un roman, de l'autre une biographie. Hein.
Ouais, c'est pas vraiment une biographie. Moi, j'ai repris là le schéma de mes maîtres. Vous savez, quand à un moment donné, j'avais 20 ans, je voulais toujours être écrivain. Et puis, j'avais envoyé mon premier livre chez Gallimard. Ils avaient dit, ouais, j'avais reçu une lettre de Robert Gallimard, je me souviens, qui disait, c'est intéressant, il faudrait en parler. Mais il y a vraiment beaucoup de boulot dessus. Ah, je me suis dit, oh, bah, je suis peut-être pas fait pour ça. Ma mère m'a dit, mais non, persiste, mais attends plus tard, t'as pas vécu, etc. Et j'ai été happé comme ça par le journalisme. J'adore ce métier, d'ailleurs. J'ai jamais regretté parce que c'est le métier, la curiosité. J'ai appris tellement de choses, il m'a tellement apporté. Mais enfin, c'est une passion. Je suis parti là-dedans. Et j'ai réussi. Je me suis dit, mais oui, mais je peux être écrivain parce que finalement, il y a ces grands écrivains journalistes qui étaient, comment dire, pour moi, des modèles et qui restent des modèles. Je cite souvent, d'ailleurs, et je cite dans le livre, c'est Norman Mailer, qui est un grand romancier, Les Nuits et les Morts, etc., mais qui également qui a une patte journalistique. Portrait de Lee Harvey Oswald, son livre sur Gary Gilmore, Le condamné à mort, Le chant du bourreau, c'est un livre absolument magnifique, c'est un livre de journaliste. Et puis, Tom Wolfe, pour moi, c'est comment dire, c'est un personnage, Le bûcher des vanités, c'est un très grand livre. Et puis, plein d'autres. Puis, le mauvais esprit qu'il avait, Tom Wolfe, c'était incroyable. Hunter Thompson, qui était lui complètement fou, l'intervieweur de Nixon, mais givré, beaucoup d'Américains, drogué, etc. Oui, un Français, François Caviglioli, avec lequel j'ai travaillé à l'Obs, qui était dans cette veine-là. C'était un écrivain, il faisait les papiers d'écrivain. Tapie, vous avez écrit sur Mitterrand, vous avez écrit sur Chirac. Oui, mais là, c'est pas pareil. Oui, mais pourquoi Tapie ? Même si vous l'avez connu, vous le connaissez depuis des années, dizaines d'années, pourquoi Tapie ? C'est peut-être la première fois que c'est une commande d'éditeur, parce qu'en général, je fais mes livres comme ça, sur une envie. Et puis ça m'a amusé, puis ça a tourné mal, on a eu du mal, parce que au départ, je devais être un peu le nègre, si vous voulez, de ce livre, et puis finalement, on a eu du mal à travailler ensemble. Ça a duré. Je crois le projet a commencé en 2015, vous voyez. Et puis il y a eu Et puis à un moment donné, je me suis mis et j'ai fait un autre livre qui était le livre qui n'était pas prévu. C'était en fait une autobiographie. Et j'ai fait un livre. Ouais, c'est ça. C'est plus du ressenti, vous voyez. Moi, je suis pas tapiste, moi. Et alors justement, c'est quelqu'un avec qui on a eu des hauts et des bas, et même beaucoup. Et vous l'expliquez d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je me suis rapproché de lui, mais tout seul, sans qu'on se parle. C'est quand j'ai vu l'histoire Adidas. Voilà. Et quand il y a l'histoire, mais ça a été pour moi un espèce de déclic. J'étais pas le seul journaliste. Hervé Gattegno, qui est maintenant le patron de Paris Match, qui était au Point à l'époque, plein de gens, si vous voulez, ou Yves Tréhard, qui est y compris des politiques, Figaro, y compris des politiques. C'est quand il y a eu la remise en cause de l'arbitrage. On s'est dit, mais attendez, mais il y a un truc qui ne va pas. Quand on lisait dans des journaux dits sérieux comme Le Monde, que par exemple, les arbitres, c'est-à-dire Pierre Mazot et Jean-Denis Baudin, il y a des abrutis gâteux qui connaissaient rien à l'arbitrage, etc. Enfin, c'était à peu près ça. Ça venait évidemment du juge qui travaillait sur l'enquête, enfin qui travaillait entre guillemets, parce qu'il travaillait totalement à charge. Et le juge Tournaire, quand on les connaît, on dit c'est pas ça. Non, mais c'est impossible. Voilà. Mais c'est aberrant. Ce sont des personnages, pour moi, qui les connaissaient, qui les voyaient pas beaucoup d'ailleurs, mais qui les connaissaient. C'est des personnages, mais plus qu'estimables. Ils sont au-dessus du lot. Ce sont respect, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand on lit ça, évidemment, on dit, mais non, mais il y a un truc qui va pas. Quelle histoire on nous raconte? Et là, on commence à regarder un peu, puis on se dit, mais non, mais Adidas, c'est une énorme. Et vous avez commencé à le dire dans le Point, d'ailleurs. Hein. Et vous dites par rapport à oui, je me suis complètement retourné, mais je dois dire, j'étais pas le seul. Hein, parce qu'il y a d'autres journalistes aussi qui ont fait leur boulot. Et vous dites, par rapport à ce livre, je suis dingue. Et donc, pour faire ce travail sur Tapie, il faut être dingue. Est-ce à dire qu'il est plus compliqué d'écrire sur Tapie que sur les politiques sur lesquelles vous avez écrit et que vous avez côtoyé pendant votre vie de journaliste? Écoutez, c'est pas du tout le même genre de travail. C'est-à-dire que, par exemple, Mitterrand, c'était hyper facile. Alors, c'est vrai qu'on était souvent fâchés parce qu'il aimait pas le livre que j'avais fait. Donc, après, il y avait une réconciliation quelques années plus tard. Mais Mitterrand, il parlait assez volontiers, en fait. Et Mitterrand, il avait d'abord ce côté Pygmalion, quand vous étiez plus jeune que lui, qu'il voyait un jeune homme, il aimait lui apprendre la vie, lui apprendre des choses, lui dire des phrases qui resteraient dans sa tête. Parler de culture, de littérature. Oui, puis surtout, même dire des phrases qui me serviraient plus tard dans la vie. Il y en a comme ça qui retournent dans ma... Et donc, il se livrait beaucoup. En fait, malgré les apparences. Vous voyez, les gens sont toujours étonnés, mais c'était assez facile. Chirac, un bloc de pierre. C'est-à-dire, dès qu'on rentrait un peu dans la vie personnelle, rien. Le rideau de fer, ça tombait. Et Tapie appartient
aussi à cette catégorie-là, c'est-à-dire ne parle jamais, n'aime pas parler de lui. C'est-à-dire, ça vous étonne, mais c'est ça qui est très étrange. C'est quoi, il est pudique ou il est secret ? Oui, il est pudique, il n'aime pas parler de... Il passe comme ça pour un personnage extrêmement narcissique, mais en fait, à la vérité, les narcissiques, ils aiment parler d'eux, c'est normal. Et lui, il peut pas. Très sensible. Il peut pas, il se bloque. Très, il se bloque tout de suite. sensible. Oui, bien sûr, il devient, mais c'est une boule de feu, tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans sa personnalité, François-Olivier Gisbert ? Est-ce que c'est qui Tapie ? C'est un homme de fric, c'est un homme de cœur ou un homme de coups ? Ou autre chose ? Je vais vous dire ce qui m'a tiré au départ. Ce qui m'a tiré... je connaissais depuis longtemps. J'étais fasciné par l'énergie, la force. Mitterrand m'avait dit d'ailleurs, un jour vous devriez le voir, c'est intéressant, c'est un nouveau produit quotidien. C'est à ce moment-là que j'ai connu. C'est à ce moment-là que j'ai connu. Avant, je suivais à la télé, je regardais le foot, évidemment, surtout le vélo. Marseille, un fou de... Ah non, puis Marseille, et puis aussi le cyclisme. Et puis il y a aussi quelque chose qui vous rapproche, c'est la défense des animaux. L'amour des animaux. L'amour des animaux. Oui, tout à fait. Il y avait plein de points communs. Mais je ne savais pas tout ça. Vous racontez une scène dans le livre par Tapie avec son chien. Oui, mais je ne savais pas tout ça. J'ai découvert toutes ces choses. Vous voyez, c'était ce qui m'a donné envie aussi, c'est il y a le côté. À un moment donné, il en prend plein la gueule, quoi. Et c'est complètement fou. Et c'est effrayant. Et le système, vous savez, comme toujours, il y a toujours un côté dégueulasse par moment. Mais ça dure. Ça dure. Vous savez pourquoi ça dure ? D'habitude, quand le système se met en place contre quelqu'un, ça s'arrête assez vite parce que la personne disparaît. Mais lui, il n'a pas disparu. Il continue à se battre. Il se bat parce que cette énergie folle. Et alors, il a une énergie. Et c'est ça. Moi, ça qui me fascine. Vous voyez, c'est ça, absolument ça. Moi, je dis, mais j'aurais jamais. Mais je serais incapable. J'aurais disparu depuis longtemps. Je me serais terré quelque part en Provence, à Marseille, etc. On ne parle plus de moi et vivre ma vie tranquillement. Mais lui, non. Il ne lâche rien. Sur rien. Alors, face à la justice, face au cancer, c'est toujours la même chose. Et vous écrivez, je crois que c'est la fin du livre. Hein. Oui, à la fin du livre. Quand on le connaît, comment ne pas l'aimer ? Tapie. Oui, bien sûr. Quand on le connaît, parce qu'il est différent, évidemment, avec tous ses... Comment dire... C'est dur, il est dur, il est compliqué. C'est pas simple. Ça transparaît dans le livre. Quand on... interviewer, par exemple, c'est vraiment... c'est plus que compliqué. Il faut un peu de temps pour le réveiller, quelque part. Oui, mais pour le faire réagir. On ne l'amadoue jamais. On n'apprivoise pas, il s'apprivoise pas. Et alors, ce livre, Tapie, en tout cas, livre Son dernier combat, est-ce qu'aujourd'hui... c'est le même Tapie que le Tapie des débuts ? Je pense, parce que le Tapie des débuts, je ne l'ai pas connu. Mais on l'a connu. Oui, vous l'avez connu, vous ? Non, on l'a connu, connu via les médias. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Et puis surtout, il y a un message, vous voulez, qui est extraordinaire pour les gens. Moi, je vois sa popularité. Quand on est à Marseille, par exemple, les gens, quand ils vous connaissent un peu, ils savent qui vous êtes, ils vous demandent toujours des nouvelles de Tapie comme si c'était quelqu'un de la famille. Quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui... Il aurait pu être maire de Marseille, d'ailleurs, Tapie ? Ah oui, facile. Il est toujours très populaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui dit aux gens cette espèce de message subliminal, tout est possible. Et les gens adorent ça. C'est-à-dire en disant, oui, je peux tout faire. Parce qu'il raconte d'où il vient. Mais oui, d'où il vient et pas seulement ça. Je connais rien au foot. Allez, je fais gagner une histoire de fou. Ce qui est arrivé avec l'OM, c'est quand même une chose extraordinaire. Je connais rien au vélo. Il faisait du vélo. Le vélo, c'est extraordinaire aussi. C'est la dernière fois que la France a gagné le Tour de France avec le maillot de Bernard Hinault. Depuis... pot de balle, rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est comme ça. C'est-à-dire, il montre à tous les gens du petit peuple, notamment, que ils peuvent y arriver. Et alors, est-ce que c'est juste de dire que ce livre, c'est un peu le testament de Bernard Tapie ? Non, parce que ça, c'est à lui de le faire, c'est pas à moi. Ouais. J'ai pas vu le livre comme ça. C'est pas un testament. Ça, on peut titrer ça si on veut, mais pour moi, c'est pas ça. Non, c'est un livre, qui essaie de montrer la vérité de cet homme. Et la vérité de cet homme, vous voyez, qui est multiple. Elle est plus complexe que ce. Les 1000 vies. Oui, il est plus complexe. Et surtout, la chose absolument principale et fascinante, c'est l'énergie. Vous voyez, comment c'est possible, par exemple, avec un cancer comme il a, de ne jamais prendre d'antidouleur, de résister comme ça. Alors, de continuer même à faire du sport. Il continue à faire du sport, non mais c'est juste incroyable. Et alors, on passe à autre chose, François-Olivier Gisbert, à d'autres livres que vous avez écrits. Vous avez consacré un livre avec votre père, l'Américain, avec qui vous aviez eu des relations compliquées, voire exécrables même. Et pourtant, vous avez écrit « Je suis peut-être devenu adulte grâce à lui ».
Oui, parce que bon, je lui dois énormément, mon père. Quand je regarde, moi, j'étais évidemment très très proche de ma mère, beaucoup plus proche de ma mère, qui était prof de philo, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs j'ai toujours cette passion pour la philosophie. Elle était prof de philo au lycée d'Elbeuf en Seine-Maritime, et elle avait la passion de son métier, et voilà, comme et j'admire d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'admire les enseignants. Je voyais le boulot qu'elle faisait derrière, parce qu'on dit toujours ils travaillent pas. Il suffit d'avoir un enseignant dans la famille pour voir les corrections Y de compris copie, pendant les vacances. Hein. les élèves qui viennent vous voir, etc. tout le temps. C'est ça, elle faisait ça. Elle était bon. Mon père, lui, c'était un artiste peintre, mais ça marchait pas très bien, même s'il faisait de la bonne petite peinture, même de la bonne peinture. Mais il travaillait comme dessinateur industriel. C'était compliqué. Il se vivait un peu comme un raté. Mais surtout, je crois que c'était c'était un survivant. Il avait été meurtri. Alors on va raconter son histoire. C'était un survivant du débarquement. Il a participé au débarquement sur Omaha Beach. Il a été l'un des rares de sa section à s'en sortir. Je crois que c'était le seul. Donc ça marque une vie. Je crois que c'était le seul. Ouais. Y compris un ami très proche qu'il a laissé, puisque les ordres étaient vous continuez à avancer. Et vous savez, comme à Beach, c'est une sorte de piège, parce qu'il y avait deux divisions, une division allemande qui n'était pas prévue et qui était là, et ça a été un massacre. Et alors, vous dites, c'est la culpabilité des survivants qui l'a détruit. À son retour, ses anciens amis ne l'ont pas reconnu avant. C'était un type qui dégageait la joie de vivre, votre père. Oui, tout à fait ce que me disaient ses amis, parce que j'en ai connu évidemment quelques-uns quand j'allais aux États-Unis l'été, et ils disaient tous la même chose. C'était devenu quelqu'un de différent, c'est-à-dire ténébreux, sourd d'une oreille, mais ça c'était les bombardements, bien entendu. Et comment dire, oui, pessimiste, noir. Et ma mère, essayait de le sortir de là. Elle a un peu réussi sur la fin d'ailleurs. Et mon père, si vous voulez, moi c'est un livre très dur pour mon père, parce que mon père était très violent avec ma mère. Mais en même temps très émouvant. Hein. Mais en même temps, j'écris ce livre parce que je m'en suis voulu de ne jamais avoir pris la main qui me tendait à partir d'un certain moment. Ouais. Et ma mère qui disait toujours, mais allez, réconcilie-toi, il faut y aller. Et moi, je disais, plus tard, et mon père est mort. Et la mort l'a arraché, si vous voulez, à cette réconciliation qu'on devait faire. Et ce livre, c'était un peu de réconciliation. Et l'idée, ce livre, vous voyez, et j'ai reçu une lettre, un jour, une carte postale, je me souviens, j'ai explosé de pleurs quand j'ai lu parce que c'est quelqu'un qui avait totalement compris le sens. J'ai reçu énormément de lettres, d'ailleurs, après après la publication de l'Américain, peut-être 4000, enfin, c'était un déluge. Et plein de gens avaient compris. Et lui, il a dit tout simplement, après avoir lu ce livre qui m'a fait beaucoup rire et pleurer, j'ai immédiatement appelé mon père, avec qui je ne parlais pas depuis 15 ans. Voilà, je me souviens très bien de cette lettre, c'était exactement ces mots-là. C'était votre histoire. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre. En fait, c'était l'idée, communiquer. Parlons-nous. Alors, parlons-nous. Votre père, donc. Vous savez la phrase de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, c'est tellement beau. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est-à-dire donc, faut pas attendre de se réconcilier. Il faut pas dire je vais faire ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut faire tout de suite. Vivre le jour comme si c'était le dernier. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est ma devise. Enfin, j'en ai d'autres. Un père survivant du débarquement, un artiste, un peintre, un père juif aussi, charismatique. Un petit peu, mais pas. La judéité est très faible dans la famille. Est-ce que quelque part ça a marqué ou pas son histoire, ses racines, à la fois américaines et juives, et vous? Est-ce que ça vous a marqué? On a des racines très multiples dans la famille. Alors, multiples, c'est-à-dire français, catholique par votre mère, écossais, américain, autrichien, ainsi de suite. Autrichien, oui, il y a tout un mélange. Et puis, il y a également des juifs, mais c'est vrai que c'est très mélangé, quoi. Alors, qu'est-ce qui a marqué Écoutez, moi, comment dire j'ai pas une relation ethnique, vous voyez ce que je veux dire. Alors, d'ailleurs, des gens me définissaient comme cosmopolite. Ouais, voilà. Ce qui est assez... ce qui est juste quand même. Ce qui est tout à fait juste. Et en fait, faut pas le dire aujourd'hui parce que c'est toujours un peu un gros mot, mais c'est vrai que j'ai tendance à... quand je suis en Italie, je me sens chez moi. Là, je reviens d'Arménie. Quand je suis en Arménie, je me sens chez moi. Quand vous êtes à Marseille, vous vous sentez chez vous? Marseille, c'est vraiment ma ville. Quand vous êtes à Paris, c'est pareil. Je suis pas né à Marseille, j'ai pas de famille marseillaise, vous voyez. Mais voilà. Et donc, je suis un peu chez moi. Je me sens toujours chez moi partout. Ça, c'est vrai. Et j'aime aussi l'Amérique. Hein. Vous avez beaucoup vécu là-bas. Né aux États-Unis, père américain. Je suis évidemment forcément de nationalité américaine et française. Mais enfin, c'est vrai que je me sens moins américain qu'européen. Et européen, je suis de tous les pays d'Europe. Et alors, vous avez écrit aussi un autre livre, Le Schmock, en 2019. Donc, c'est assez récent. Et qui est un portrait de l'Allemagne tel que votre père et les siens peut-être ont pu la subir. Vous écrivez à travers l'un de vos personnages « Je ne vois pas l'intérêt de fuir ». C'est le cosmopolite qui parle peut-être. Il y a des antisémites partout, ils nous retrouveront toujours. Est-ce que la France d'aujourd'hui, quelque part, c'est un peu ça aussi ?
Oui, je crois qu'il y a une sorte de... Vous savez... Parce que vous en parlez souvent, vous en avez parlé à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises dans vos éditos du Point. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, attendez, c'est un des grands phénomènes de société aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Mmh. Bon, il y a eu longtemps un déni, je crois que le déni devient difficile, mais enfin, il continue quand même. Au début des années 2000, oui. Il y a toujours encore un peu un déni, mais on voit bien que ce déni, ça ne pourra pas tenir très longtemps. Il y a clairement en France aujourd'hui une montée de l'antisémitisme, je dirais même un antisémitisme de gauche aussi, il faut le dire, d'extrême gauche et d'extrême droite, qui se rejoignent, islamistes, etc., islamiques. Donc tout ça est fait effectivement sur un terreau, comment dire, je ne dis pas que l'histoire se répète, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais envie d'écrire le Schmock, qui est un peu l'histoire de la montée du nazisme, avec la figure absolument incroyable d'Hitler, et en essayant d'être vrai sur Hitler. C'est-à-dire, dans ce livre, j'ai énormément travaillé. Je montre, c'est pas toujours ce qu'on croit. C'est-à-dire que, voilà, on disait, t'es planqué pendant la guerre de 14-18, c'est pas vrai. Quand on est estafette, on n'est pas planqué. C'est-à-dire, on court d'un truc à l'autre, entre les lignes, les gens qui vous tirent dessus, il y a quand même... Mais qui, en 14-18, aurait pu imaginer que Hitler de 14-18 serait devenu le pire dictateur, le pire dictateur sanguinaire du XXe siècle. C'était un peu un pauvre type, mais qui avait un peu la baraka, et qui savait qu'il l'avait, puisque, il restait longtemps estafette. D'ailleurs, avec le métier d'estafette, il aurait dû progresser. Il n'a pas progressé, donc les gens au-dessus de lui, ses supérieurs, devaient penser qu'il y avait un problème. Et alors la France d'aujourd'hui. Et donc justement, cette montée du nazisme comment dire, elle s'est produite en Allemagne sans qu'il y ait vraiment de réaction. Avec l'idée toujours... regardez la droite, à un moment donné, quand elle installe la droite allemande, quand elle installe Hitler, c'est pour qu'il se casse la gueule. Enfin, il y a des pseudo-historiens qui vous expliquent, etc. Mais quand on voit, non, ils pensent qu'elle va se casser la gueule. Et je reviens à l'actu. Ils ramassent tout. La France. Je pense qu'il ne faut pas adopter l'attitude qui a été celle de beaucoup d'Allemands pendant la montée du nazisme, c'est-à-dire qu'ils étaient soit dans le déni, soit le désintérêt, c'est-à-dire regarder l'histoire de Mein Kampf, c'est un livre qui n'a pas du tout été lu à l'époque, pas du tout, y compris la communauté. Mais c'est devenu une Bible et c'est devenu une Bible quand tu es arrivé au pouvoir. Attention, oui, bien sûr, parce qu'avant ça marchait pas. C'est ce que je dis. C'est devenu une Bible. Il a du mal à le vendre. Et c'est redevenu la Bible des néo-nazis ou de tout bord aujourd'hui. Et alors, un cas. On reste en France sur le cas Mélenchon, qui a donc prédit, c'était dimanche il y a une semaine, sur Inter, un incident grave durant la dernière semaine de campagne présidentielle, mettant notamment en avant, pour valider sa thèse, le massacre antisémite de Mera, l'école juive de Toulouse, et puis aussi les assassinats des militaires à Montauban, 2012. Pour vous, puisque vous avez aussi beaucoup écrit sur Mélenchon, c'est quoi? C'est un simple dérapage ou c'est une stratégie politique? C'est compliqué. Moi, je ne sais pas trop ce qui lui arrive. C'est-à-dire, c'est des propos qui n'auraient jamais été tenus. Parce que vous l'avez connu comme beaucoup. Ah oui, j'ai connu, il y a 20, 30 ans. Depuis 30-40 ans. Il ne correspond plus à ce qu'il était. Ça ne correspond absolument pas à ce qu'il était. C'est un personnage très laïque. C'était un militant de la laïcité. Et il est devenu autre chose. Et républicain. Et républicain. Alors, j'ai tendance à penser qu'il suit un peu une partie de ses troupes. Ou Bruno et compagnie. Je ne sais pas lesquels, je ne vais pas citer des noms parce qu'on ne sait pas trop d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il les suit, mais je pense que ça, c'est quand même autre chose. C'est une sorte de dérapage, enfin c'est incompréhensible, ce sont des propos absolument incompréhensibles, c'est absurde. Du complotisme, hein. Bon, c'est une bêtise. Enfin, je pense que c'est débile. Enfin, on dit ça, mais c'est pas possible, c'est pas lui. C'est un clone, je sais pas quoi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est un orateur exceptionnel, qui a une grande culture politique et historique, enfin, qui est quelqu'un qui existe. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est clair. Il n'est plus lui-même. Moi, je suis ça. C'est très étrange. Hein, est-ce que quelque part, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je vous pose la question, c'est les ravages aussi de l'islamo-gauchisme? Je pense qu'il a été capable de résister, oui, parce que c'est quelqu'un qui avait toujours eu du caractère. Bon, il s'est embringué là-dedans, il est parti là-dedans, on ne sait pas pourquoi. Et ça devient de plus en plus caricatural, parce que c'est ça aussi, l'islamo-gauchisme, vous savez très bien, c'est une maladie, mais c'est comment dire, ça peut dire c'est le socialisme des imbéciles, non, c'est pire que ça, parce que c'est vraiment... Bon. Et alors c'est fascinant de voir justement tous ces gens qui ont manifesté, cette célèbre manifestation organisée par le CCIF, qui manifestait pour le
contre l'islamophobie, alors qu'il y a des juifs, il y a quand même pas mal de juifs qui sont fait tuer ces dernières années parce qu'ils étaient juifs. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas de musulmans qui ont été tués parce qu'ils étaient musulmans. Même si le racisme anti-musulman existe. Il existe. Hein. Attends, non, mais je ne suis pas en train de dire le contraire. Il y a du racisme anti-musulman, il y a du racisme anti-arabe, il y a du racisme anti-noir, mais attendez, il y a du racisme anti-blanc, il y a du racisme, voilà, il y a du racisme, il y a du racisme aussi anti-blanc, il faut le dire. Il y a du racisme, il y a du racisme antisémite, tout ça, on est d'accord. Mais en même temps, on ne peut pas, comment dire... on n'a pas le droit de choisir un seul combat quand c'est pas le combat principal. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en France, et éventuellement ailleurs, c'est pas l'islamophobie qui tue. Est-ce que c'est... En tout cas, c'est l'islamisme. Ah, bien sûr, c'est clair. Hein? C'est clair. Non, mais c'est ça qu'il faut le dire. Et c'est une énorme réalité. Et vous avez, mais ça c'est fascinant, mais on parlait d'islamo-gauchisme quand je disais, mais le mot de débilité, si vous voulez, on n'a pas tellement... c'est très difficile de parler sérieusement de l'islamo-gauchisme. Quand vous regardez les propos tenus, ou d'ailleurs certains journaux, c'est très difficile parce que c'est tellement con. Enfin, je crois que c'est le mot qui convient. C'est tellement con, c'est tellement loin de la réalité. On ne sait pas où ces gens-là vivent. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux? Vous voyez, cette espèce de logorée. Mais c'est le gros problème des médias aujourd'hui, vous savez très bien. Cette espèce des médias, purée, des réseaux sociaux. Oui, des réseaux sociaux, mais aussi des médias. C'est-à-dire cette espèce de purée qu'on balance, qui fait que c'est toujours la même chose. C'est mou, c'est bien pensant. Et en fait, ça n'intéresse plus personne. Parce que ce qu'il faut, et moi je milite comme ça, en tout cas en tant que journaliste, c'est la diversité. C'est comment dire, oui, la diversité, la confrontation des opinions. Et c'est aussi de se souvenir peut-être de l'histoire. Évidemment, attendez, c'est le béaba. Peut-être qu'on manque un peu de culture, puisqu'on parle de l'islamisme qui a toujours pour objectif de détruire et de massacrer les chrétiens d'Orient, et aussi les Arméniens. Ah oui, ça, je reviens d'Arménie, oui, c'est sûr. C'est redevenu un objectif. C'est un petit îlot, comment dire, de chrétienté. Alors aujourd'hui, ils ont 1/10 du territoire de l'Arménie historique. On l'a tout piqué. Les Iraniens en ont piqué un bout, l'Azerbaïdjan en a piqué un autre, la Turquie un autre. Et aujourd'hui, c'est 10% de ce territoire. Et ils veulent la suite. C'est-à-dire, ils veulent finir. Ils veulent terminer le travail. Veut finir le travail, c'est-à-dire le génocide de 1915, parce qu'il ne faut pas oublier aussi un génocide anti-grec contre les Grecs par les Turcs. Il ne faut jamais oublier aussi, on oublie toujours les Grecs pontiques, mais s'il y a des problèmes historiques entre la Grèce et la Turquie, c'est parce que les Turcs, enfin les jeunes Turcs à l'époque étaient au pouvoir, c'était la Turquie, ils étaient au pouvoir, et ben ils ont massacré les Grecs pontiques, ça fait quand même des centaines de milliers de morts. Et 1,5 million de morts arméniens au bas mot en 1915, parce qu'il y a tout le reste. Il y avait les pogroms avant, il y avait les pogroms après, les Azerbaïdjan... Et toujours nié par le régime. Et toujours nié par tous ces régimes. Non mais c'est horrible. Et puis après, il y a des connards, mais un culte qui vous explique que l'Artsakh, par exemple, qui était l'objet de la guerre, n'a jamais été arménien. Enfin, vous allez là-bas, vous regardez, c'est les monastères, c'est les mêmes parce que c'est l'Arménie historique. Et cette Arménie historique a été démembrée, d'ailleurs avec l'horrible Staline, évidemment, qui a tout fait pour... Par exemple, l'Artsakh, à un moment donné, au milieu du découpage, on a la charcuterie ça faisait partie des d'après-guerre. États, comme il était géorgien, donc il a la haine de l'Arménien, c'était le voisin, évidemment, on a essayé de démembrer l'Arménie. C'est l'Empire soviétique. Oui, mais ils n'ont pas fait beaucoup de bien, parce que Lénine aussi, c'est-à-dire il y avait aussi tout ce pays qui était sous la coupe de la Russie, a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, on revenait à l'islamisme, enfin, on n'est pas dans... Il y a 20 ans, ces questions-là ne se posaient pas. Là, aujourd'hui, on sent autour une volonté de destruction. Alors, et on revient en France, parce que vous en parlez beaucoup de l'islamisme, et puis vous parlez aussi, d'ailleurs dans votre livre, vous parlez sur Tapie, vous parlez de Plenel, avec qui vous avez réglé quelques comptes. C'est pas quelques comptes, moi je pense qu'il faut le dire. Ma question, c'est un ennemi de l'intérieur, c'est un ennemi de la République, Plenel ? Non, je réponds pas comme ça, parce que je ne peux pas dire, parce que c'est... Non, je pense que... il faut dire la vérité sur lui. C'est-à-dire, et on ne la dit pas. Pourquoi ? Parce qu'il fait peur. Et vous dites d'ailleurs, moi j'ai pas peur, j'ai plus peur. Non, parce que je n'ai pas peur. Mais c'est vrai qu'il fait peur. Je vois dans les rédactions, quand vous commencez à dire des choses, ou vouloir écrire, on a peur parce qu'on a peur de l'article, l'enquête que Mediapart va faire. Enfin, ça fonctionne comme ça, ce système. Et au fond, voilà, c'est quelqu'un qui aime l'argent.
Hein, l'anticapitaliste qui aime l'argent. Je crois que c'est vous qui avez rappelé dans Le Point ce qui s'est passé autour du capital de Mediapart. Non, mais c'est une vaste blague. Enfin, on dit ça, on va donner ça à la rédaction. Mon œil, c'est-à-dire quand on donne à la rédaction, on donne. Là, il n'a pas du tout donné. La rédaction a fait un prêt on va mettre tout ça, soi-disant, dans une fondation. Enfin, tout ça, une sorte d'habillage. Tout ça pour repartir avec près de 3 millions d'euros. Chaque fondateur, avec son copain Mauduit et toute la bande. Donc, voilà, ils aiment l'argent, ils se goinfrent. Non, pas du tout. C'est pas une escroquerie, mais ils se goinfrent, ils se gavent comme n'importe quel comme les grands patron voilà, qui dénonce à longueur de colonne. Ça s'appelle ça, c'est de la tartufferie. C'est de la tartufferie. Et plus le reste, c'est-à-dire plus les vies détruites, plus le côté calomniateur. Là, quand il y a eu l'histoire, enfin, quand vous regardez, il était patron du Monde quand même à l'époque. L'affaire Baudis, c'est une affaire. Mais j'étais horrifié pour notre métier. Comment ce côté, ce suivisme de tous les médias personne ne faisait d'enquête. Tout ça parce qu'il y avait quelqu'un dans la police et quelqu'un dans la justice aussi. Il faudrait donner leur nom un jour. Hein. Ces gens-là qui balançaient des infos débiles, c'était repris sans vérifier. Alors que tout ça était absurde. Voilà, et ça a été prouvé depuis. Et d'ailleurs, il faut peut-être. Et il en est mort d'ailleurs, Baudis, parce qu'il est mort quand même d'un cancer généralisé. À mon avis, qui n'a pas été provoqué comme ça n'importe comment, parce qu'il est mort dans la foulée. Et il faut rappeler aussi que Plenel, il est quand même de ceux qui, dès novembre 2015, avaient évoqué pour expliquer les massacres de Charlie, il est père cachère, je cite Plenel, la nécessité d'interroger les guerres menées à l'étranger par la France. C'est aussi celui qui avait approuvé, défendu le massacre de Munich des athlètes israéliens. Donc Plenel, voilà. C'est tout ça. Oui, qu'est-ce que je veux dire mais c'est indéfendable. Mais ça, à la limite, si vous voulez, on pourrait le traiter comme un militant politique. Trotskiste un jour, trotskiste toujours, voilà, passionné par les flics, etc. Trotsky qui est quand même l'inventeur du goulag. Enfin, faut toujours le rappeler parce que c'est quand même sans Trotsky, il n'y aurait peut-être pas eu de goulag. C'est lui qui a monté l'affaire. Staline s'en avait beaucoup servi après. Mais si vous voulez, c'est pas seulement un militant politique. C'est un tartuffe. C'est-à-dire que il est là en train de donner des leçons de morale. Et il fait le contraire. Alors, tous ces papiers, ça me fait rigoler contre les retraites chapeaux, les parachutes dorés des grands patrons. Il fait pareil, il fait pareil à sa modeste façon, parce qu'évidemment, il n'est pas à la tête d'une multinationale, mais il fait pareil. Et si vous voulez, c'est un manque de, c'est un manque de dignité, d'honneur. Enfin, je sais pas, tout ça me choque, mais moi, je suis resté à l'ancienne, vous voyez, je m'indigne facilement. Je trouve que, voilà, il faut essayer toujours de faire en sorte que ces actes coïncident avec ses paroles. Alors, on sent aussi dans vos éditos du Point, dans vos livres aussi, que vous êtes attaché aux valeurs de la République, Francis Lévy-Gisbert. Est-ce que la République telle qu'elle est devenue correspond à l'idée que vous en faisiez quand vous étiez jeune ? Non, on voit bien, tout fout le camp, là. Ça, on va pas, c'était d'ailleurs même pas plus jeune, il y a quelques années. Hein. Oui, bien sûr, mais ça se délite très vite. Ça peut se reprendre. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans une vision apocalyptique. Je pense que c'est vrai que si rien n'est fait, si tu continues comme ça, on va vers une guerre civile. On va vers une guerre civile parce qu'il y a des gens qui vont réagir à un moment donné, dans un sens ou dans un autre, je ne sais pas. Mais en même temps, tout ça est évitable. Simplement, pour ça, il faut des responsables, des responsables politiques, avec des convictions fortes, qui savent où ils veulent aller. Vous savez, quand De Gaulle prend la France en 1958, tout est par terre. Il n'y a plus d'autorité. Alors économiquement, ça marche pas mal, ça c'est vrai, mais tout se délite et c'est foutu. Bon, il remonte la France en quoi en un an et demi. C'était la 4e République. Hein, oui, mais c'est pas seulement la faute de la 4e, parce que économiquement, elle marchait bien la 4e, mais vous voyez, quand tout s'affaisse, tout le monde fait n'importe quoi. Surtout au niveau politique, des gouvernements qui restaient. Si vous voulez, il faut revenir un peu, la base de la République. Moi, je crois au sacré de la République. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, sacré de la République. J'ai lu mon Régis Debray. Mais non, mais le sacré, on a besoin de sacré. La République, ça doit être sacré. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la République ? Qu'est-ce qui manque à la France ? Et est-ce que cette violence de la société française, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Justement, ça va dans ce sens-là. Quand je vous disais, on est sur une pente, on est sur un toboggan. Donc, mais le toboggan, c'est pas parce qu'on est sur le toboggan qu'on va arriver au bout et qu'on va finir dans la fosse. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Et ça, c'est un problème de responsabilité politique. Là, j'ai souvent le sentiment que, disons, en haut lieu, ou quand vous regardez la plupart des dirigeants, il y a, comment dire, on est plus avec des arrangeurs. Alors qu'il ne faut pas d'arrangeurs. Dans ces moments-là, il faut des gens stricts. Vous voyez, vous avez eu quand même une bonne phase entre De Gaulle, Pompidou, Giscard aussi, qui était très décrié, mais qui finalement, avait une vision. Et là, on a le sentiment que... Mitterrand aussi, bien entendu, mais Mitterrand, il n'accepterait pas la situation actuelle. Chirac, pareil. Chirac, c'était compliqué parce qu'il y avait un côté, on laisse un peu tout faire, et puis brusquement, il se redressait. Donc lui non plus, vous voyez, il serait redressé à un moment donné. Sarkozy
puisque vous parlez des Oh, présidents. mais attendez, moi, je vais pas les déglinguer tous, parce que... Non, mais c'est puisque vous les avez tous connus oui, mais pour voir ce qui marchait. je ce pense qui ne que, marchait par pas. exemple, Sarkozy, c'est plus le même. Je pense qu'il a appris, forcément, les gens apprennent. Je pense que Hollande, c'est pareil. Je pense que c'est plus le même non plus. C'est des gens qui apprennent ça. Et donc, vous voyez, il y a un premier, comment dire, il y a eu un premier tour qui n'était pas terrible. Je pense qu'ils ont forcément tiré les leçons de toutes leurs erreurs. Donc, bon, comme toujours en politique, c'est trop tard. C'est dans la vie, c'est pareil. Il n'y a pas de deuxième chance en politique, souvent. Hein. Bon, mais voilà. Moi, je pense que la solution ne peut venir en France que du politique. Et pour ça, il faut des gens. Il faut des personnages. Alors, je ne parle pas en train de chercher... ne cherchons pas l'homme providentiel. Ouais. S'il y en a un tous les siècles ou tous les 2 siècles. Mais cherchons quelqu'un qui a des convictions fortes. Alors justement, Et notamment des convictions républicaines. Parce que ça, je Ouais. crois que c'est vraiment le sujet. La République, vous savez, c'est tout. C'est l'école, c'est tout ça et qu'il c'est faut le respect reprendre. aussi qui manque aussi aujourd'hui. Bah, en évidemment, France. l'autorité, le respect. Et peut-être l'école. le rôle de la société civile et des intellectuels. Hein. Oui, mais ça vient aussi par l'école. Et l'école, bon, il y a un travail qui est fait en ce moment par Jean-Michel Blanquer et qui est un travail tout à fait important. Mais vous voyez bien que ça ne suffit pas. Ça va être il faut tout reprendre, c'est-à-dire s'arrêter peut-être, faire une pause en matière d'immigration et essayer de l'assimiler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Intégrer, assimiler. Et ça, on le fera qu'avec une volonté. Alors, pourquoi je vous parlais de la violence? Parce que la France est en train de devenir une sorte de mini-Amérique, mais en pire, c'est-à-dire avec des... Un melting pot ou pas? Bah non, justement, le Un melting pot, c'est qui qu'on n'a pas mélange. réussi. Mais non, ça, on mélange pas. Ouais. Rien ne se mélange. Ouais. Et ça va pas. Il faut mélanger. Il faut avoir des valeurs communes. Et c'est comme ça que la France continuera à avancer. Et ces valeurs communes, la valeur commune principale, c'est évidemment la République. La violence dans la société française, la République, c'est cette gifle reçue mardi par Emmanuel Macron en marge de son déplacement dans la Drôme. Qu'est-ce qu'elle dit de la société française et de la France, cette gifle? Est-ce que c'est un simple incident ou est-ce que c'est une atteinte à la République, François-Olivier Gisbert? Bon non, c'est pas une atteinte à la République, oui, c'est un incident. Vous savez, ça me rappelle aussi l'échange avec Sarkozy qui s'était terminé avec casse-toi pauvre con. Ouais. Bon, pour moi, ça n'est pas une affaire d'État. Je pense qu'il a raison de remettre ça à sa place. Est-ce qu'il a eu raison, Macron, de relativiser cette histoire? Il a raison de relativiser, bien entendu. Mais de continuer son déplacement. Bien sûr, mais non, mais un homme d'État, il doit continuer à avancer. Enfin, il ne peut pas s'arrêter parce qu'il a reçu une gifle. Bon, il aurait pu recevoir un gâteau dans la gueule, enfin tout ça. Mais il faut dire aussi que s'il a reçu une gifle, il aurait aussi pu être assassiné. Je suis pas sûr, parce que c'est un peu différent quand même. Si la personne avait... On a trouvé des armes d'ailleurs chez son complice. Si la personne avait une arme... Oui, voilà. Oui, mais enfin, c'est le problème de la politique, ça. Ouais. C'est vrai à toutes les époques, dans tous les pays. Il y a un risque en politique. Mais je dirais que, bon, pour moi, c'est anecdotique. Mais c'est anecdotique, mais est-ce que c'est quelque part... On peut dire que c'est un symptôme, d'accord. C'est un symptôme, mais est-ce que c'est une désacralisation de la fonction présidentielle ou est-ce que ça part d'une désacralisation de la fonction présidentielle? Écoutez, je pense que Macron a commis beaucoup d'erreurs, et notamment en matière de désacralisation, la fin du régalien. On voit bien. Et c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut la France. C'est des images c'est pas ça qu'il faut la France. auxquelles vous faites allusion, c'est quoi? Oui, c'est beaucoup d'images, beaucoup de... Oui, le côté... Les rappeurs, Oui, pas seulement ça. Le côté aussi, qu'est-ce qu'on a besoin quand on est président de la République, vu l'état de la France aujourd'hui, de dire il faut déconstruire l'histoire. Non, mais c'est stupide. Déconstruire l'histoire. Mais bien entendu, attendez, c'est aux commentateurs, surtout aux historiens de déconstruire l'histoire. Et c'est très bien, il faut le faire. Est-ce que ça veut dire le président de la République, le président de la République, il est la République. Il va pas dire, il faut déconstruire la République. Non, mais c'est... Est-ce que ça veut dire que quelque part, vous pensez que ce qui lui est arrivé mardi, c'est le fruit... Ah non, c'est un... Parce que vous avez vu Buzomo dit ça, un certain nombre d'élus, dont le maire de Belfort dit ça, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Hein? Non, je répète, c'est totalement anecdotique. Et d'ailleurs, je trouve que ça mérite pas d'en parler autant, parce que... Voilà, mais est-ce que c'est quelque part aussi, je ne sais pas, c'est la question que je vous pose, puisque vous en avez parlé aussi dans vos éditos, c'est quelque part la France Gilets jaunes, la violence induite par les Gilets jaunes, leurs meneurs et leur soutien? Est-ce que c'est pas ça aussi? Non, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu arriver, franchement, à n'importe qui. C'est
deux types là, qui font le truc avec l'autre qui filme. Tiens, s'il vient nous voir, on va faire ça. Bon, voilà, ça aurait pu arriver à toutes les époques. Franchement, c'est pas. Je pense que la situation de la France est très grave. Et si on parle si on s'arrête à ça, on limite le sujet. Non, mais pour voir, pourquoi ces questions? Pour vous demander si ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat, ça a commencé. Bon, il y a eu l'histoire Benalla, ensuite les Gilets jaunes, ça a marqué aussi le quinquennat. Ça a joué un rôle dans tout ça. Est-ce que vous voyez une giléonisation de la vie de la société française? On rejette tout, on refuse tout. Non, il y a de la ça, violence. bien entendu, mais parce que ça, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'impression générale d'élitement, la perte de l'autorité à tous les étages. Mais ça, c'est la façon de traiter, par exemple, les enseignants dans les lycées. Moi, je suis, encore jeune père, même si mes enfants ont largement dépassé 20 ans, mais j'ai des souvenirs, il y a quelques années, dans un lycée, la façon dont on parle aux profs. Mais c'est intolérable. Mais voilà, moi, je reviens souvent à la position de ma mère d'ailleurs, mais les parents d'élèves n'ont pas le droit d'entrer dans le lycée. Bon, elle est un peu loin, mais je pense que voilà, et ça c'est le manque absolu de respect, c'est-à-dire ces profs, ces enseignants qui travaillent comme des malades, des parents d'élèves souvent totalement incultes ou ineptes vont leur donner des leçons de pédagogie, d'histoire, etc. Mais on peut pas continuer comme ça. Oui, c'est ce que vous dites. Mais attendez, il faut arrêter respect. à un moment donné. Non, mais attendez, il faut respecter les institutions, que ce soit les médecins, les profs, toutes ces grandes professions. Les policiers, les gendarmes. Les gendarmes. Pompiers, attendez, les soignants, pompiers, mais comment on traite les pompiers? Mais ça fait pleurer. Et puis, et je parle pas des policiers quand on voit le travail, mais la difficulté du travail de policier, comment ils sont traités y compris d'ailleurs par de nombreux commentateurs. Est-ce que ça veut dire que la France est en perte de repères politiques? Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que la gifle là-dedans, je dirais pas, c'est pas hors sujet, disons. Mais ça fait le tour du monde quand même. Oui, parce que ce sont des images, bien entendu. S'il n'y a pas eu d'image, vous savez très bien qu'on en aurait à peine parlé. Mais non, le problème de la France, il est effectivement, il faut tout reprendre. Il faut se poser un moment, reprendre à zéro, reconstruire ce qui a été détruit. Reconstruire, ça a commencé l'école, parce que moi je répète, Blanquer a fait du très bon travail, mais dans d'autres domaines, reconstruire l'hôpital, parce que l'hôpital, il coûte très cher en France, très très cher, beaucoup plus cher que par exemple l'hôpital allemand. Il y a beaucoup plus il y a beaucoup moins de lits. Ça marche moins bien, ça marche pas. Pourquoi? Où est le problème? C'est la gestion qui marche. Un petit peu trop d'administration, voilà. Un peu trop de complications. Mais ça marche mieux qu'aux États-Unis quand même. Hein. Oui, enfin, aux États-Unis, c'est un système bordélique, puisque, comme vous savez, c'est des assurances par État. Non, c'est surtout par État. Donc, les États, vous avez des États, ça, les journalistes français le savent rarement, mais vous avez des États, vous avez des systèmes de santé qui correspondent à peu près à celui de la France, par exemple, comme le Massachusetts. Bon, évidemment, il ne faut peut-être pas être malade au Texas ou dans d'autres États, mais vous avez des différences entre États. C'est le problème des États-Unis, vous savez, c'est pas un continent, c'est comment dire, une juxtaposition de pays, et qui ont chacun souvent une grande liberté sur ces sujets-là. Alors, est-ce que tout ça, c'est inquiétant dans la perspective de la présidentielle de l'année prochaine? Moi, je suis jamais inquiet quand c'est la démocratie qui a le dernier mot. Je suis pas inquiet pour l'instant. Mais le dernier mot, ça peut être pour l'instant. Ça peut être pour Marine Le Pen, parce que vous parliez du schmock tout à l'heure. Si on revient sur le schmock, il n'a pas été élu, Hitler. C'est un coup d'État. Si vous regardez bien les choses, c'est un coup d'État. C'est-à-dire les Allemands, ils n'ont jamais voté Hitler. Donc, et là, est-ce qu'ils peuvent voter Le Pen? C'est un coup d'État. Après le Reichstag, etc. Allez, on interdit les partis, on fait les élections. Là, à ce moment-là, il va soi-disant gagner les élections. Et Marine Le Pen, elle peut être élue pour vous? Ah oui. Ça, je le dis depuis longtemps. Oui, bien sûr, on le sent bien. On le sent bien parce que elle a compris le truc, elle s'est mise dans le régalien, elle travaille, elle n'est pas encore tout à fait sur le sacré, mais vous allez voir, ça va venir, les valeurs de la République, etc. Et c'est ça le sujet. Et c'est vrai que Macron, là-dessus, a donné prise. C'est quelqu'un de très intelligent. Moi, ce que je souhaite toujours, c'est qu'ils se reprennent. Ils se reprennent. Ça met un peu de temps, mais je pense qu'il peut se reprendre. Donc vous croyez... Mais c'est vrai, parfois, je me dis, tiens, ça y est, il va se reprendre. Et puis, il fait... il y a peu de temps, il y a quelques semaines, il nous fait... il faut déconstruire l'histoire. Quand on est président de la République, non, mais ça va pas. On peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? On parlait tout à l'heure de Mélenchon. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui a disjoncté. Et vous croyez quand même au réveil français? Oui, parce que attendez, c'est un beau pays. Il y a encore des tas de choses qui marchent. Mais simplement, il faut peut-être arrêter avec ce système où vous avez de plus en plus de Français qui s'expatrient. Vous voyez? Et s'ils s'expatrient, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus ici.
Hein. Pourquoi les chercheurs partent? Pourquoi bon, donc, il faut, je le répète, nous reprendre. Merci en tout cas, François-Olivier Gisbert. Alors avant de conclure, je rappelle que votre dernier livre, Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour, est publié aux Presses de la Cité. Puis il y a aussi Rien qu'une bête, c'est un roman publié chez Albin Michel. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.